Je commencerai par quelques chiffres, contexte. Alors, le premier, c'est 15 millions. Alors, c'est une donnée d'Eurostat, donc c'est 15 millions d'emplois qui devraient être créés en Europe d'ici à 2025, du simple fait de la digitalisation. Et dans le même temps, il y a environ 6 millions d'emplois qui devraient disparaître pour la même raison. Donc, deux enseignements. D'abord, c'est le seul fait de la digitalisation va considérablement faire évoluer des métiers et la balance reste quand même positive. Évidemment, ça ne concerne pas les mêmes populations de métiers, mais en tout cas, voilà, le simple fait de la digitalisation va propulser énormément de métiers à se réinventer. La deuxième donnée, c'est 2 ans, c'est la durée de vie d'une compétence technique. Donc, c'est des rapports de l'OCDE et d'ailleurs, cette durée de vie dans un rapport plus récent a été ramenée entre 12 et 18 mois. Donc, une compétence technique en 2020 dure 2 ans. Donc, on parle d'obsolescence des compétences. Pour vous donner un point de repère, en 1987, c'était 30 ans. Donc ça nous amène tout de suite la réflexion sur l'émergence des soft skills et la nécessité de développer des soft skills pour pouvoir répondre ou mieux anticiper les évolutions des compétences techniques. Et puis une donnée plus directe, c'est 70% des formations consolident les compétences qui sont déjà attendues. Dans les échanges qu'on a avec tous les OPCO, le chiffre reste à peu près le même. C'est-à-dire que dans les plans de formation, enfin les plans de développement des compétences actuellement, ce sont uniquement principalement, majoritairement à 70% des compétences existantes, ce qui est déjà attendu dans les organisations qui sont ciblées. Et donc, donc, vous l'avez compris, 30% des compétences de demain sont adressées dans les plans de formation. Donc, voilà, donc ça nous amène à revoir nos priorités en termes de formation et d'anticipation. Ensuite, l'autre donnée, si tu veux bien, Tristan, c'est sur les facteurs d'évolution. Comment les métiers évoluent-ils? Donc, évidemment, il y a toujours un facteur prédominant. Aujourd'hui, on pense beaucoup que la crise sanitaire est à l'origine de tout, mais c'est un des premiers facteurs. C'est pratiquement l'effet papillon, mais il faut aussi s'attarder à faire une pause et à regarder quels sont les différents facteurs d'évolution des métiers. Donc, cette donnée, c'est une donnée qui est issue de l'Observatoire des métiers du futur, qui est un think tank dont le nom précise assez bien son activité. Donc, les personnes qui ont répondu à cette enquête distinguent plusieurs facteurs sur l'évolution de l'emploi. Donc, en premier lieu, l'automatisation, évidemment, mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui vont impacter l'emploi. Une autre donnée que je ne vous ai pas mis là, mais que ça vous donnera envie de lire le rapport de l'Observatoire des métiers du futur de l'été dernier, c'est sur le fait que les répondants à l'enquête ont une estimation assez différente de l'impact de ces évolutions. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un tiers des participants qui pensent que l'impact sera fort, un tiers sera faible et un tiers sera modéré. Donc, ça ne nous raconte pas grand-chose, si ce n'est le fait que l'évaluation de l'impact sur les métiers n'est pas consensuelle et donc certainement propre à chacun et propre à chaque organisation. Voilà, d'où le fait et l'importance pour vous dans les organisations et pour vous RH de prendre le temps de faire une pause et d'apprécier quel est l'impact réel dans nos organisations et quel est le facteur réel de changement des métiers et de l'emploi pour en avoir une appréciation un peu plus fine. Alors ensuite, pourquoi se lancer dans une démarche, c'est le slide suivant. Pourquoi se lancer dans une démarche d'analyse de ces évolutions? Alors, les DRH que vous êtes, sans doute anciens juristes, en tout cas, c'est ce que je suis et je suis entouré de juristes aussi dans le cabinet, nous rappellent que cette analyse de l'évolution et des facteurs de changement, ce n'est pas un nice to have. C'est pas quand on aura le temps, ça l'est pas encore, mais ça va devenir une obligation. Enfin, c'est une obligation déjà inscrite dans le code du travail. Si on ne voit pas encore de contentieux arriver sur le sujet, on peut se demander si ça ne va pas arriver. C'est-à-dire que les organisations vont être amenées à répondre de leurs obligations
d'évolution de l'employabilité, enfin, en tout cas d'action en faveur de l'employabilité. Et puis, dans le cadre des entretiens professionnels et de la GPEC pour les entreprises qui sont soumises à cette obligation, de répondre à quel a été l'effort de l'entreprise pour accompagner les salariés qui sont impactés par ces évolutions. Alors, l'automatisation vient souvent en premier lieu parce qu'on pense automatisation, robotisation et donc tout de suite suppression de postes. Mais dans l'évolution des métiers, de leur périmètre et des compétences qui sont nécessaires pour les acquérir, voilà, il faut revenir à cette obligation de l'employeur pour se rappeler que ce temps de réflexion et d'introspection n'est pas un nice to have, mais bien une obligation réelle et actuelle. Ensuite, les bénéfices de cette démarche, Tristan, si tu veux bien, ils sont assez évidents. Alors, on en parle beaucoup d'agilité, de résilience. Ça nourrit beaucoup les réseaux sociaux et la littérature sur le sujet. Mais vraiment, moi, les réflexions qu'on a avec nos partenaires et nos clients est de dire est-ce que vraiment on stimule l'agilité de notre organisation? On sait qu'il faut le faire, on sait qu'il faut prendre ce temps, mais on est beaucoup pris dans le quotidien et encourager ces réflexions permet réellement d'habituer l'organisation à avoir ces réponses. Et l'habituer, c'est aussi ancrer des nouveaux réflexes dans nos pratiques quotidiennes parce que très probablement, on vivra d'autres crises, on vivra d'autres changements et la vraie résilience naîtra du fait qu'on peut choisir nos réponses à ces évolutions plutôt que de réagir. Voilà, si on doit opposer deux modes de réaction, voilà, la réaction un peu spontanée et puis la réponse plus choisie. C'est comme ça que les organisations en sortiront grandies. Et puis le dernier bénéfice, évidemment, c'est ce que Damien appelle finalement le client final de tout ça, le client final du FTS, c'est le talent, les collaborateurs, et il faut mettre les collaborateurs dans cette démarche, les impliquer et les nourrir pour qu'ils deviennent acteurs de leur employabilité. On y reviendra après, mais je pense qu'il y a aussi un consensus sur le fait que ni les DRH ni les directions générales n'ont de boule de cristal pour savoir comment vont évoluer les métiers de demain. En revanche, c'est celui qui fait qui sait, et les collaborateurs sont plus à même aujourd'hui de stimuler cette réflexion parce qu'ils en ont été les principaux impactés. Alors, comment comprendre ces évolutions? Vas-y, merci Tristan, tu peux. Voilà. Donc, quelques éléments de méthode. D'abord, d'élargir son périmètre d'observation. D'abord temporel, évidemment, il est toujours intéressant de faire des rétrospectives, des rétextes sur ce qui s'est passé pour comprendre, etc. Mais souvent, on invite l'organisation à faire des scénarios et à se dire si cette tendance perdure, si ce qu'on subit ne change pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est le moment de ressortir les outils de GPEC, voilà, pour qu'ils servent de temps en temps. Et puis, si vos outils sont des outils Excel, on connaît des outils dynamiques très performants qu'on pourra vous conseiller. En tout cas, voilà, c'est le moment de reprendre cette base-là et puis de faire des scénarios pour avoir une approche GPEC qu'on appelle plutôt de workforce planning, beaucoup plus itérative, beaucoup plus prospective, pour imaginer quels vont être les besoins en changement des organisations. Une approche aussi systémique de ces changements pour amener les réflexions à dépasser les ressentis. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis sur l'analyse des ressentis, des impacts psychosociaux sur les salariés du fait de l'isolement, etc. Évidemment, c'était complètement nécessaire. Il y a un think formidable qui a été fait sur le sujet de comment prendre le pouls des équipes. Mais pour avoir une analyse plus détaillée, plus systémique, voilà, moi, je vous invite à avoir une réflexion plus méthodique. Sur le slide d'après, juste si tu peux faire l'aller-retour, Tristan. Voilà, sur le slide d'après, voilà, l'industrie a inventé un outil formidable, le Chikawa, donc les 5M. Voilà, moi, je vous invite à avoir une analyse posée,
à faire ce temps de réflexion sur comment notre environnement de travail a changé, comment le périmètre de nos actions ont changé en termes de compétences, en termes d'outils, en termes de data et d'infos. Ça, c'est très important de croiser de la data pour objectiver les ressentis. On pense que nos clients veulent ci, on pense que nos salariés vivent ça. Voilà, c'est important d'avoir cette approche plus analytique et de dépasser le ressenti et le subjectif. Et puis, si tu peux revenir, merci. Et puis, analyser, c'est aussi voilà, donc, dépasser les idées reçues et ce qu'on lit et ce qu'on devrait ressentir parce qu'on a lu qu'il faudrait qu'a priori, c'est ce qu'on ressent. Donc là, la méthode, un peu comme dans la GPEC, c'est croiser les regards d'experts, croiser les dires d'experts qui restent notamment en Europe et en France particulièrement assez incontournables, avec de la data sur un baromètre social, la data sur les évolutions de marché, pour croiser les appréciations. Et puis, faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est faire de la veille, faire du benchmark pour voir comment les autres organisations ont vécu les mêmes changements. Et puis, pour les organisations qui auront la chance de recruter, cette année, c'est sans doute le moment de s'ouvrir à d'autres profils, à des profils d'environnement différents, pour voir comment des personnes d'environnements différents ont vécu les mêmes choses que nous, avec d'autres réponses et d'autres sources d'innovation. Voilà, merci, tu peux continuer. Voilà. Pour moi, l'enjeu principal, c'est celui de l'employabilité et c'est une vraie question et un vrai changement de promesse. J'en parlerai à la fin. Le premier levier, c'est de donner une vision et de mesurer l'employabilité de chacun. C'est-à-dire que les organisations doivent avoir ce moment un peu de vérité aussi avec les collaborateurs pour identifier quels métiers vont changer durablement, quels métiers vont disparaître, quelles compétences vont apparaître, et que ce soit une responsabilité partagée, parce que c'est ce que beaucoup de collaborateurs attendent et vivent, et donc le fait de le partager et de le faire avec eux rendra l'exercice beaucoup plus durable. L'employabilité, c'est aussi celle de l'organisation. Comment l'organisation elle-même stimule cette employabilité avec des points de repère très simples, hein, l'adaptabilité des personnes et des managers et des structures hiérarchiques. Et puis, les soft skills, on en a parlé un peu en préambule, hein, le changement de rapport, le changement d'importance entre les hard skills et les soft skills va amener les organisations à fixer des points de repère en termes de soft skills attendus pour les entreprises, pour les métiers, et avec une culture de l'apprentissage permanent, donner les clés à chacun de pouvoir évoluer tout au long de sa vie de l'entreprise. Et enfin, je pense que c'est aussi le moment de changer de promesse employeur et de passer de l'emploi à vie à une promesse, disons, d'employabilité à vie. Voilà, l'entreprise ne peut plus aujourd'hui garantir un métier, elle ne peut plus garantir un emploi, elle ne peut plus garantir le même emploi. En revanche, donc, elle doit s'engager à développer l'employabilité de ses salariés pour vivre disons, des aventures professionnelles différentes, dans des environnements avec des exigences variées, dans l'entreprise ou évidemment extérieure à l'entreprise, hein, donc les enjeux de mobilité interne qui peuvent provoquer des mobilités externes. Il faut avoir, je pense, une approche assez décomplexée parce que chaque organisation va avoir besoin de nouvelles compétences venues de l'externe. Et puis du côté du collaborateur, évidemment, on parle beaucoup de collaborateurs acteurs de son développement. Je pense que c'est une approche qui fait assez consensus. Mais il faut la pousser sur un autre paradigme, c'est-à-dire que le collaborateur doit, à mon avis, passer du droit à l'emploi au devoir d'employabilité, puisque ça ne peut plus être de la seule responsabilité de l'organisation de stimuler cette réflexion. Et puis pour terminer, un mot sur l'approche de l'appreciative inquiry. C'était dans la promesse de l'invitation de cet événement. Alors, en une minute, c'est difficile de la résumer, simplement pour vous partager le ton que nous, on essaie d'aborder
au sein du cabinet et avec le French Talent Studio sur ces changements. C'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de DRH qui sont, je dirais, c'est peut-être votre cas, on en parlera après, mais poussés à encourager l'optimisme, à dire que ça va aller mieux, avoir une démarche beaucoup, on a vu beaucoup de DRH pompiers, on parle du DRH qui est en première ligne en ce moment, enfin depuis un an, enfin, probablement depuis toujours d'ailleurs, hein. Mais l'accent est parfois, à mon sens, un peu trop mis sur les difficultés, les problèmes, ce qui n'est plus possible, ce qui va advenir, etc. Et donc, finalement, être un peu enfermé dans une morosité pas forcément créatrice de valeur. La méthode et la démarche d'appréciative inquiry invite à poser d'autres questions pour obtenir d'autres réponses et puis mettre en valeur ce que les évolutions permettent sans s'apesantir sur leurs effets négatifs. Et donc, poser d'autres questions, c'est qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que la situation permet? Qu'est-ce que ces évolutions donnent comme nouvelle opportunité? On a listé quelques questions et puis un résumé de cette approche dans le livre blanc auquel Tristan faisait référence. Et voilà, donc moi, je voudrais terminer là-dessus pour donner une note d'optimiste et d'appréciatif dans l'approche de ces changements pour redevenir pilote de ces réflexions sans avoir finalement la réaction de celui qui subit. Voilà. J'en ai terminé, merci beaucoup. Et puis, je laisse la parole à Sandrine qui va nous éclairer de son expérience du terrain chez AXA. Merci beaucoup Sébastien, et je pense que tu as évoqué dans le cadre de ta présentation des éléments qui sont extrêmement importants et structurants. D'abord, je voudrais commencer par peut-être partager un retour d'expérience. Je pense qu'on a vécu quelque chose d'assez unique sur les derniers mois, la dernière année, qui nous a forcément, dans nos fonctions RH, et parce que comme tu le disais très justement, on a été en première ligne, nous a forcé à penser la compétence autrement, nous a forcé à penser les métiers autrement. Et nous a également encouragé probablement à accélérer des activités de GPEC, des activités du cœur du métier finalement, sur lesquelles on travaillait de manière plus sereine et avec un délai de temps qui était beaucoup plus long. Et là, on a dû, compte tenu de la crise, et c'est souvent dans les moments de crise qu'on se rend compte qu'il faut s'ajuster, on a dû s'ajuster et on a dû aller plus vite dans l'analyse de l'évolution des métiers. On a dû aller plus fort aussi. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager comment est-ce que nous, on a fait et puis comment est-ce que nous, on s'y est pris dans mon organisation. Bien sûr, je viens avec toute l'humilité parce que ce n'est pas parce qu'on est dans des plus grosses tailles d'organisation que les choses sont plus simples. Et j'entendais Fanny tout à l'heure où voilà, il y avait quelqu'un dans le groupe qui disait il y a des gens de grosses structures. Je crois que la crise, elle a touché finalement tout le monde de la même manière et notamment tous les DRH de la même manière. Donc, vraiment… c'est quelque chose de très ouvert que je veux partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous partager les slides. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? C'est bon. Parfait, merci beaucoup. Merci Sandrine. Alors, par contre, est-ce que je peux les passer? Voilà. Alors, peut-être commencer par une première question qui est très ouverte. C'est est-ce que dans mon organisation, on a constaté une évolution des métiers ou plutôt une accélération de tendance? Et moi, j'ai plutôt, en retour d'expérience, en tout cas, vécu sur cette année une accélération des tendances qui étaient déjà identifiées avant. Sébastien a évoqué des mots très forts. Il a parlé de digitalisation, il a parlé d'automatisation. Toutes ces tendances étaient déjà présentes sur le marché de l'emploi. Ça existait déjà. On en entendait parler en fonction des métiers, en fonction des environnements et des secteurs d'activité. On en entendait parler plus ou moins fortement. Je pense que la crise qu'on traverse aujourd'hui a accéléré ces tendances et nous a demandé notamment de repenser les métiers. Si on pense par exemple à la relation client, le fait d'avoir à travailler à distance, le fait de ne pas pouvoir voir nos clients, forcément, même si on continue à faire le même travail, ça a demandé à nos collaborateurs de le faire autrement et de repenser la façon dont ils articulaient leur connexion avec le client. Finalement, on se rend compte que cette capacité à travailler à distance nous a tous demandé de réfléchir à nos métiers, toujours faire le même métier, mais de le faire dans des contextes différents et donc avec des compétences et avec une façon de faire différente. Et ça a été assez challenging dans les organisations, en tout cas dans la mienne, parce qu'il a été nécessaire d'accompagner les collaborateurs
et justement de les former ou en tout cas de leur faire penser à la relation autrement. Vous le savez très bien, ce n'est pas pareil d'avoir une relation, une négociation en face à face que de l'avoir à travers des outils tels que celui à travers lequel on est aujourd'hui. Ça n'est pas la même chose de négocier des contrats quand on est loin d'un client versus un déjeuner d'affaires ou des choses comme ça. Donc, ça a vraiment demandé de repenser la relation et de repenser le métier. Ça n'a pas changé le métier de manière interne, mais en tout cas, ça a demandé de le restructurer et de le repenser. Alors, ce que nous, on a constaté, c'est qu'il y a un métier qui a significativement changé avec cette crise, c'est la fonction managériale. Et on s'est rendu compte que ce poste-là, que cette activité-là, elle était vraiment de manière violente, brutale et rapide au centre d'une nouvelle approche de la gestion des hommes. La crise nous a demandé et a demandé aux managers à réfléchir autrement le management. On avait dans les organisations des managers qui étaient très reconnus pour leur expertise métier, comme dans beaucoup d'organisations, qui étaient très reconnus pour leur capacité à faire grandir des compétences techniques. Et on s'est rendu compte qu'on avait un gap, un écart sur la compétence individuelle, sur la gestion et l'accompagnement de l'individu, d'autant plus en période de crise. Et on s'est retrouvé avec des managers qui ont dû, dans cette période extrêmement particulière, à la fois gérer du collectif, maintenir de la performance dans les organisations, mais aussi gérer de l'individuel et gérer de l'individuel dans une situation extraordinaire. Et Sébastien le disait très justement tout à l'heure, il y a tous les risques psychosociaux qui sont apparus, il y a cette nouvelle façon de travailler à distance forcée qui s'est mise en place pour tous et qui du coup a demandé de repenser la fonction managériale. Ce qui a également changé, et en tout cas moi je l'ai vécu aussi personnellement, c'est que d'habitude dans les organisations, on a toujours un temps d'avance. En tout cas, quand on est leader dans une organisation, quand on est DRH, quand on est manager, on a toujours l'impression d'avoir un temps d'avance par rapport à nos équipes. On a toujours l'impression d'avoir un délai différent. Là, dans cette crise, on a tous vécu la même chose en même temps. Et ça, c'était assez exceptionnel, puisque du coup, on a tous été confinés en même temps. On a eu nos enfants à la maison en même temps que les salariés, pour ceux qui en avaient. On a vécu aussi cette inquiétude externe d'un virus qui arrivait là. Et donc, du coup, on a dû gérer nos propres émotions en même temps qu'on gérait et qu'on accompagnait les gens à gérer les émotions. Et les managers ont été vraiment confrontés à cette situation et ça leur a demandé de développer des nouvelles compétences dans un délai très court, très rapide, parce qu'ils étaient attendus et qu'ils devenaient un maillon essentiel de la chaîne et du soutien des équipes. Alors du coup, comment est-ce qu'on s'y est pris quand on a constaté et qu'on a entendu que cette fonction managériale évoluait? En fait, les équipes RH ont entendu beaucoup de managers qui nous ont dit « je ne sais plus comment faire, on me demande de travailler autrement, je suis perdue, quels sont les rituels que je dois mettre en place, je ne sais pas comment gérer mon équipe, j'ai des équipes qui craquent, hein, c'est des termes qu'on a beaucoup entendus et j'imagine que vous les avez aussi entendus dans vos fonctions. » Donc, en fait, ce qu'on a fait, nous, en termes de fonction RH, et parce que j'ai aussi une conviction, c'est que l'évolution des métiers, ce n'est pas vraiment qu'un sujet RH, hein, c'est avant tout un sujet business et que la force de la fonction RH, ça va être d'être un catalyseur, de développer la discussion autour de ces sujets. Mais je ne pense pas que ce soit uniquement le travail de la RH de travailler sur l'évolution des métiers. Ça se fait aussi en partenariat avec les personnes qui vivent le métier au quotidien. Et c'est cet équilibre-là qui nous permet de mieux comprendre les évolutions et notamment de les accompagner. Donc, en fait, ce que nous avons fait, c'est qu'on a écouté les retours du terrain, on les a analysés, et puis ensuite, on a fait des rencontres individuelles et des rencontres collectives pour aller voir les managers qui voyaient cette évolution de poste, qui comprenaient que leur quotidien devait changer. Et puis, on les a écoutés, on a travaillé avec eux dans des workshops, dans des groupes de travail, pour comprendre quelles étaient les nouvelles attentes, comment est-ce qu'ils identifiaient les nouvelles compétences nécessaires. Et puis, on a identifié avec eux ce qu'ils savaient faire aujourd'hui, quelles étaient les compétences nouvelles à développer rapidement et comment est-ce qu'on pouvait les accompagner. Donc, on a vraiment fait cette deuxième étape que vous voyez sur le slide, c'est-à-dire l'analyse détaillée des retours. Et puis ensuite, on a été faire des études de marché, des benchmarks, Sébastien en parlait tout à l'heure, extrêmement intéressant d'aller voir ce qui se passait sur le marché. Et aujourd'hui, on a une chance. Alors, il y a beaucoup de points négatifs sur les réseaux sociaux, sur tous ces groupes, etc. Il n'empêche qu'il y a un avantage majeur, c'est qu'on peut très vite savoir ce qui se passe. Et ce qui se passe dans un secteur d'activité, ce qui se passe dans un pays, mais ce qui se passe aussi au niveau international. Et donc, ce qui était très intéressant,
c'était d'aller explorer et de faire une veille pour se dire, est-ce que finalement le rôle de manager, il évolue uniquement chez nous? Est-ce qu'il évolue dans d'autres secteurs d'activité? Est-ce qu'il évolue dans d'autres pays? Et quelles sont les options qu'on trouve pour accompagner les managers dans leur développement de compétences? Cette veille et ce benchmark ont été extrêmement clés parce que ça nous a aidé aussi d'aller très rapidement dans la résolution et dans la proposition d'accompagnement de développement de compétences. Et puis ensuite, une fois qu'on a identifié les compétences nouvelles liées à ce métier, eh bien, on a défini des plans d'action avec des plans de médiation en se disant, bah, voilà les compétences qu'ils ont aujourd'hui, voilà les gaps qu'on identifie. Et la question, c'est comment est-ce qu'on les fait développer les nouvelles compétences dont ils ont besoin dans leur métier. Alors, bah, qu'est-ce qu'on a identifié? On a identifié les compétences du manager avant la crise et puis les compétences, alors pas vraiment nouvelles, hein, mais en tout cas celles qui ont été renforcées après la crise. Et donc, vous voyez, il y avait beaucoup, et notamment dans notre organisation, d'attentes sur l'animation d'équipe, sur la gestion de la performance, sur la fixation des objectifs, sur le développement des compétences et des carrières des collaborateurs et sur la gestion des ressources. Et on s'est rendu compte qu'avec la pandémie, avec cette crise extrêmement brutale, il y a eu vraiment la nécessité de renforcer la compétence de gestion du lien social et d'animation d'équipe, la gestion de l'humain dans un monde en évolution, et puis l'accompagnement individuel avec notamment des vrais sujets d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui étaient finalement très nouveaux pour une grande partie des managers. Alors, une fois qu'on a identifié ces nouvelles compétences nécessaires, eh bien, on a travaillé sur 3 domaines. Le premier, c'était de designer des solutions RH pour accompagner les managers dans l'évolution de leur métier. Et ce qu'on a voulu faire, c'est modéliser des nouvelles approches. Donc, en fait, on a travaillé sur 2 sujets. Le premier, c'était comment est-ce qu'on pouvait soutenir les pratiques managériales individuelles. Le métier était difficile, très secoué dans un environnement mouvant. Donc, on a travaillé sur du coaching individuel et des formations à distance avec un objectif, et ça va résonner avec ce que Sébastien disait tout à l'heure, qui était vraiment de faire que le manager devenait acteur de son développement. Donc, ce qui a très bien fonctionné, c'était notamment l'approche en libre service. C'est-à-dire qu'on proposait un ensemble de formations et moi, manager, en fonction des compétences que je pense avoir et que je pense avoir à développer, eh bien, j'ai des opportunités d'aller chercher des options de formation qui correspondent à mon besoin individuel de développement. La deuxième chose, et ça va résonner avec l'échange qu'on avait eu un peu plus tôt aussi, c'est de travailler sur l'intelligence collective. En fait, le développement de compétences, c'est très important, et en tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a vécu, de le développer à titre individuel, mais c'était aussi extrêmement important de le structurer collectivement, de partager et de renforcer l'échange de pratiques et de finalement faire grandir cette fonction ensemble. Ça a créé du coup de la solidarité, ça crée aussi, ça casse l'isolement, qui était quand même un enjeu extrêmement important et qui l'est d'ailleurs encore aujourd'hui. Et puis surtout, ça permet de faire progresser le groupe ensemble. Et donc, quand on parle d'employabilité, quand on parle de développement de compétences, on a vraiment voulu à la fois travailler sur de l'individuel, mais aussi accélérer la montée en compétences collectives par ce travail et cette intelligence collective et ce partage de pratiques. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est maintenir un contact régulier avec le métier. On a imaginé que les solutions RH qu'on proposait, elles pouvaient répondre à un besoin court terme, à un besoin d'urgence, mais ce qui était très important, c'était d'ancrer les plans de développement, d'ancrer nos plans d'évolution de compétences dans un échange régulier. Donc, de manière très régulière, on se rapproche des managers pour voir si les offres, les services RH qu'on leur propose correspondent à l'évolution des métiers qu'ils vivent et s'ils ont des besoins nouveaux. Et je pense qu'il y a une question qui était extrêmement importante et qui est d'ailleurs qui est encore très importante pour nous, qui est de aussi leur poser la question, comment est-ce qu'on peut vous aider? De quoi est-ce que vous avez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque pour réussir dans votre quotidien? Parce que ce sont quand même les personnes les plus à même de nous donner ces éléments-là et que malgré tous les benchmarks, les veilles, etc. qu'on peut faire, c'est ceux qui vivent le métier au quotidien qui nous ont donné avec beaucoup de puissance ces retours-là. Et puis, la troisième chose qui est importante, c'est d'ancrer la démarche dans le temps. Je pense que tous les DRH ont été, sur ces derniers mois, dans une urgence de réponse, dans une urgence de résultats aussi. On sait que la fonction managériale, pour reprendre cet exemple-là, est une fonction qui va continuer à devoir développer son agilité, qui va devoir continuer à grandir et à développer probablement dans les mois et les années à venir des nouvelles compétences. Donc, de maintenir cet accompagnement, cette écoute et cette démarche de proximité pour comprendre les nouveaux besoins, c'est également quelque chose qui nous semblait extrêmement important et structurant. Donc, on continue à faire des groupes de travail, on continue à avoir des entretiens individuels
pour s'assurer que la réponse RH est une réponse efficace et pertinente par rapport à leurs besoins.